initialement, le titre du livre devait être plus combatif. Ça devait s'appeler La bataille pour l'espèce, mais c'était probablement moins commercial, et donc ça s'appelle, pour terminer, Vers un monde sans enfance, qui, je pense, attire davantage l'attention. C'est pas le seul livre sur le sujet, qui est un sujet qui a désintéressé tout le monde, en tout cas on va dire, dans les élites politiques et médiatiques pendant des décennies. Mais le réel a tendance à vouloir s'imposer, et donc le sujet revient, et quelques-uns de mes chers collègues se sont mis au travail là-dessus. J'ai essayé de prendre les choses de manière un petit peu différente que ce qui peut être lu ici ou là. De toute façon, j'imagine que vous n'allez pas collectionner les lectures sur l'état de la démographie mondiale pour vous livrer à des comparaisons. Donc voilà, je vais vous faire une petite présentation de mon approche, en sachant que donc c'est avant tout à comprendre comme un livre de sociologie et comme un livre d'intervention dans la conjoncture idéologique. Comme le rappelait Pierre-Yves Rougeron tout à l'heure, il y a eu et il y a encore une très forte prégnance de ce qu'on appelle des thèses malthusiennes ou néo-malthusiennes dans le débat public. Et une partie significative du livre consiste à essayer de les discuter. Voilà. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît tout ça très bien. Donc, en un mot, donc Thomas Malthus, c'est un pasteur protestant, et c'est paraît-il, un économiste fort intéressant pour d'autres raisons. Mais il est surtout connu pour avoir écrit en 1778 un livre au titre à rallonge, dont je vous donne juste le début, c'est « Essai sur les principes de population ». Et quel était son raisonnement, qui est un raisonnement simple et qui fait florès encore de nos jours, c'est que la population allait croître de manière plus rapide que les moyens de subvenir à ses besoins. Évidemment, c'était complètement faux. Évidemment, ça a été critiqué immédiatement par une série d'auteurs. Un d'entre eux est Karl Marx, et avec son ami Friedrich Engels, dont les textes contre Malthus ont été réunis en un volume dans le courant des années 80, me semble-t-il, et ça faisait pas moins de 300 pages. Enfin, pour vous dire que ce truc n'était pas passé inaperçu, il avait été critiqué fortement dès parution, j'allais dire. Le raisonnement s'étant avéré faux, puisque, bien évidemment, la croissance de la productivité, et en particulier de la productivité agricole, a été beaucoup plus rapide que celle de la population. Alors ça pose une question, le fait que ça perdure, tout ça, c'est pourquoi est-ce que ce type d'idée anxiogène, comme il était dit dans la présentation, un peu millénariste, etc., continue à pouvoir s'exprimer avec un minimum d'auditoire. Et ça, je pense que c'est lié à l'angoisse des temps. Alors, ce qui est amusant, et je vais vous faire une citation, ce sera la seule de la soirée, c'est que là aussi, ça a été mis en exergue dès le 19e siècle. Alors, la personne que je vais citer, elle, c'est la fin du 19e siècle. C'est quelqu'un qui s'appelle Auguste Bebel et qui est le fondateur de la social-démocratie allemande. Et dans un ouvrage de 1898, il disait, je cite, « Cette peur de la dépopulation, de la surpopulation se manifeste toujours dans les périodes de décadence et de ruine de l'état social. Le mécontentement général qui prend alors naissance est attribué en premier lieu à l'abondance d'hommes et au manque de vivres, et non pas à la manière dont on les obtient et dont on les divise. » Fin de citation. Donc le problème est que ces idées, effectivement, sont toujours représentées. Alors il y a quelqu'un que j'hésite à citer parce que ça fait un peu, à force c'est ridicule et ça fait son jeu, mais je résiste pas, je suis un peu obligé, c'est Sandrine Rousseau, hein, qui a fait des déclarations à la télé sur le thème. Alors c'était en réaction au réarmement démographique de Macron. Oui, c'est un peu brutal, passer d'Auguste Bebel à Sandrine Rousseau. Bebel dans un excellent livre qui s'appelle « La femme et le socialisme », qui traite de la question de la femme. C'est un peu violent, en disant « il y a trop d'hommes sur la société », sic.
Et vous avez aussi des personnages comme le député Émeric Caron, dont la baisse de la population fait partie des objectifs du programme de son parti politique. Alors, donc c'est exprimé de manière extrêmement claire là-dessus, avec l'annonce d'une population qui serait de 11 à 15 milliards d'habitants à l'horizon 2100. Voilà. Alors quel est le problème? Le problème, c'est que ça n'arrivera jamais. Et lui ajoute évidemment, il faut donc contrôler les naissances, réduire la population, etc. Ça n'arrivera jamais. Une vision superficielle des choses prête à une espèce d'illusion d'optique. Parce qu'il y a quelque chose qui est réel, c'est la croissance vertigineuse de la population mondiale. Si vous regardez la courbe, c'est pas une courbe. À partir de 10 cm, ça ressemble à une verticale, en fait, la croissance de la population mondiale. Sauf que cette croissance de la population mondiale, elle a commencé à ralentir. Alors, pour donner une idée de sa rapidité, hein, 1 milliard d'habitants en 1800, 2 milliards en 1928, vous voyez, ça donne l'idée que ça s'accélère. Hein. 3 milliards en 1960, 4 milliards en 1974, 5 milliards en 87, 6 en 99, 7 en 2011 et 8 en 2023. Bon. Sauf que ça ralentit et que, par exemple, dans les années 60, la croissance de la population mondiale, c'était 2% par an. Aujourd'hui, c'est plus que 1% par an. Ce qui fait que, compte tenu... et donc, par exemple, on a gagné 1 milliard entre 2010 et 2022, mais on ne gagnera que 1 milliard de plus entre 2022 et 2037. Donc, vous voyez, ça s'étale comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui fait que ça se ralentit, cette croissance? C'est la baisse du taux de natalité au niveau mondial qui est extrêmement spectaculaire. En 1963, il y avait 5,3 enfants par femme en moyenne au niveau mondial. Hein. En 83, on était à 3,6. En 2003, à 2,6. Et en 2021, on était à 2,3. Alors, vous voyez, au niveau mondial, 2,3 enfants par femme, c'est à peine plus que le seuil de renouvellement des générations qui est estimé à 2,1 enfants par femme en moyenne. Et vous avez toute une série d'endroits où la population a déjà commencé à décroître. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un débat un peu abstrait sur des anticipations, etc. On est sur quelque chose qui est déjà dans l'actualité, parce que vous avez la Chine et toute l'Asie du Sud-Est qui reculent en termes de population d'une année sur l'autre. Vous avez la Russie qui recule en termes de population. Par parenthèse, pour être un peu taquin, je voulais le mettre dans le livre, on va dire on n'est pas sûr des infos, mais faire appel à des Coréens pour aller se battre contre les Ukrainiens, c'est pas neutre dans des pays comme la Russie et l'Ukraine, qui ont des âges médians de population effarants. Hein. Je crois que c'est 40 ans pour l'un et 45 pour l'autre. Voilà. Donc avec ce style d'âge médian de population, on ne va pas faire la guerre pendant 150 ans. Quoi. Il faut se dépêcher de conclure ou alors faire appel à des renforts extérieurs. Voilà. Et les Balkans qui sont également complètement effondrés. Alors je donne le détail dans le livre hein, de tout ça. Ce qui fait que le pic est déjà atteint dans 63 pays. À l'horizon 2060, on va en rajouter 48 de plus qui vont commencer à décliner, pas des moindres, hein, le Brésil, l'Iran, la Turquie, etc. Sachez qu'aujourd'hui, la Turquie a un taux de natalité qui est inférieur à celui de la France, hein, mais toutes choses égales par ailleurs. Sauf que comme ils sont nombreux, ils partent de plus haut, mais c'est déjà passablement effondré. Et à l'horizon 2100, vous allez avoir les 128 pays restants, c'est-à-dire le Nigeria, l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, etc., etc. Donc en fait, on est dans une perspective qui est une perspective d'effondrement général, avec une tendance qui est une tendance à descendre au-dessous du taux de renouvellement des générations, donc ce qui est le cas dans tous les pays que j'ai précédemment cités.
Ce qui fait que ça donne, alors il y a des gens qui sont des mathématiciens, c'est pas mon cas, mais qui s'amusent à faire des calculs avec différentes variables. Si on avait un taux de natalité à temps, ça donnerait quoi, ou à temps, ça donnerait quoi. Bon, l'idée générale qui ressort de ça, c'est que si les choses continuent comme ça, la période pendant laquelle l'humanité n'aura dépassé les 2 milliards d'habitants n'aura été qu'une courte parenthèse de 400 ans. Voilà, dans l'histoire de l'humanité. Donc voilà à quoi nous sommes confrontés. C'est un phénomène qui semble surprendre, mais qui en réalité est bien connu depuis fort longtemps. Celui qui a eu la première intuition de ça, c'est un Américain qui s'appelle, que je ne me trompe pas, Warren Simpson Thompson en 1920. Il a fait un lien entre l'industrialisation et la baisse de la population. Et il y en a un autre qui a exprimé les choses de manière beaucoup plus claire et complète, qui est un Français, qui s'appelle Adolphe Landry, dans un ouvrage de 1934. Donc vous voyez, ce n'est pas une surprise hein, pour ceux qui savent, qui savent lire et qui s'intéressent aux choses, qui s'appelle La Révolution démographique, et où il expliquait comment on était entré dans un nouveau régime démographique, et que ce nouveau régime démographique allait conduire à des difficultés. Ce régime, c'est ce qu'on appelle ordinairement la transition démographique. Alors le problème de ce terme, c'est qu'en fait, ça ne veut rien dire. Lui, il était plus malin, Landry, il dit la révolution démographique. Il dit, mais c'est nouveau, donc je ne le nomme pas. Voilà. Mais on a un nouveau régime de population qui se met en place. Parce que transition, ça laisse à l'idée qu'on va passer de A à B assez rapidement. En réalité, c'est toute une époque historique qui est celle de cette transition. Donc en fait, ce n'est pas une transition. Moi, je préfère utiliser un vieux terme de Marx et parler de loi de population et dire que c'est la loi de population du capitalisme, parce qu'en réalité, ça correspond effectivement à l'industrialisation des différents pays. Et ça se manifeste comment, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, hein, très simplement, hein. Dans un premier temps, vous avez des progrès dans la médecine, dans l'hygiène, etc., dans l'alimentation, qui vont aboutir à un déclin de la mortalité, et donc à une explosion de la population. La France a été la première à rentrer à la fin du XVIIIe siècle dans ce processus-là. Et puis dans un deuxième temps, les gens vont s'apercevoir que les choses sont maintenant différentes, et donc il va y avoir un phénomène d'ajustement. Et à l'issue de ce phénomène d'ajustement, la natalité, elle aussi, va commencer à descendre. Ça ne veut pas dire que la population va immédiatement cesser de croître, parce que comme il y a eu cette explosion de la population, en réalité, ça veut dire qu'il y a davantage de femmes. Donc, même si elles font moins d'enfants, là, ça continue à croître pendant toute une séquence historique, dont pour la France, nous sommes aujourd'hui au bout. Hein, mais la natalité est déjà en train de plonger. Phénomène mondial, hein, tous les pays déclinent. Le pays qui a la plus forte natalité au monde aujourd'hui, qui est le Niger, qui doit être encore à 7 enfants par femme en moyenne, en réalité, a déjà commencé à décliner. Bon, alors avant que ça fasse des effets sur leur population, il va se passer un temps, et ça va devenir une grande puissance démographique, si ce n'est économique, mais démographique à l'horizon 2100, ça fait aucun doute. Pour autant, ils ont déjà commencé à descendre. Voilà. Et tout ça a un lien. Là, j'attire votre attention sur les travaux d'un sociologue français qui s'appelle Paul Lyonnais, qui est malheureusement décédé depuis un certain temps, qui a écrit un livre, à mon avis, tout à fait exceptionnel sur le sujet de la famille. Donc, ça s'appelle « La famille, le recul de la mort ». Et en fait, il met ces phénomènes de recul démographique en lien avec le changement du regard sur l'enfant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les enfants arrêtent de mourir, j'exprime ça de manière caricaturale, ils deviennent le centre d'attention des parents, des familles, etc. Et à partir de là, s'enclenche, vous voyez, tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire le fait que la société veuille s'occuper des enfants, surveiller comment les parents s'y prennent avec les enfants, etc. etc. Tout ça vient de ça, je ne développe pas plus, je vous renvoie au livre. Et le fait que ça puisse aboutir à une chute absolue, Landry l'avait déjà anticipé comme une hypothèse plausible, même si évidemment, quand il a écrit, il constatait un phénomène qui était émergent, mais il pensait que c'était tout à fait
tout à fait possible. Alors, comment se fait-il qu'il y a des disparités? Eh bien, c'est lié au niveau, comment dire, disparate de diffusion du capitalisme dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont les pays industrialisés, les pays capitalistes développés, etc., dans lesquels la baisse de la natalité est déjà ancrée, hein. Et puis, dans d'autres endroits, comment dire, la présence du capitalisme est superficielle. C'est-à-dire que vous avez plusieurs modes de production qui sont présents dans le pays. Je prends l'exemple du Niger, ça c'est un bout que je connais pas du tout, hein, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est pour vous donner le raisonnement, hein. La pénétration du capitalisme au Niger, elle est réelle. C'est un pays qui fait partie du marché mondial, etc., qui exporte des matières premières, de l'uranium, entre autres, si j'ai bien compris. Mais la pénétration du capitalisme dans l'économie du Niger est à un niveau tout à fait superficiel. En réalité, c'est un pays agricole. Voilà. La natalité baisse au rythme de l'industrialisation des pays. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et si vous prenez des cartes, etc., c'est bon. J'ai essayé d'en mettre quelques-unes dans l'ouvrage. C'est tout à fait frappant et tout à fait éclairant. Alors, en France, où en sommes-nous là-dedans? Je vous ai dit qu'on a commencé les premiers. On a un peu pris notre temps, parce que pour des raisons politiques, on a eu des politiques familiales qui font que malgré plusieurs crises démographiques de grande ampleur, je parlais de la fin du 19e siècle tout à l'heure, mais il y en a eu une terrible dans les années 1930 aussi, de crise démographique en France, avec un recul de la population, hein, pendant plusieurs années consécutives. La France a mis en place des politiques qui ont permis, passez-moi l'expression, de limiter les dégâts. Bon, principalement après-guerre, hein, sous l'impulsion du général de Gaulle et du gouvernement provisoire de la République française, qui a mis en place toutes les politiques de sécurité sociale, dont des politiques familiales qui, à l'époque, étaient extrêmement ambitieuses. On en reparlera si ça vous intéresse tout à l'heure. Ce qui fait que, quand les autres ont commencé à s'effondrer, nous, on se maintenait quand même relativement bien. Bon. Il n'y avait pas de quoi pavoiser, puisque la France est passée en dessous du taux de renouvellement de génération en 1974, hein, donc c'est pas nouveau. Mais bon an, mal an, on se trouvait à une moyenne de 1,8 enfants par femme, et puis on pensait que c'était pas si mal, d'autant plus qu'on était nettement moins pire que les autres pays d'Europe qui, eux, commençaient à s'effondrer très rapidement. Le problème, c'est que ça, c'est en train de se terminer. En fait, c'est déjà fini. C'est particulièrement flagrant depuis 2 ans. Donc je compte pas 2025, hein, je suis sur 2023 et 2024, hein, parce que les chiffres, on les a à l'année révolue. Pour prendre 2024, nous avons eu 663 000 naissances, c'est-à-dire le nombre de naissances le plus bas depuis 1945, sachant que la population à l'époque n'était que 48 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle est de 68 millions. Donc j'allais dire, c'est pire que ce que ça donne à penser en réalité. Vous avez un indice conjoncturel de fécondité, c'est-à-dire un calcul sur le nombre d'enfants que les femmes auraient pendant toute leur période féconde, si elles avaient le nombre d'enfants de l'année donnée, d'accord? Ça permet de se projeter. Aujourd'hui, il est de 1,62. Et si vous comptez la France métropolitaine, parce que vous avez quand même dans l'outre-mer des endroits comme Mayotte, hein, qui ont le taux de natalité du Mozambique, hein, pour prendre un exemple un peu saisissant. Si vous prenez la France métropolitaine, on est à 1,59 en 2024. Et on a un solde naturel, c'est-à-dire l'écart entre les naissances et les décès, hein, c'est une soustraction, c'est pas compliqué, qui est épouvantable. En 2023, c'était 47 000, ouais, parce que c'est sur 68 millions d'habitants, vous voyez, c'est ric-rac, hein. Et en 2024, c'est 17 000. C'est-à-dire que le moment où le nombre de décès va être supérieur au nombre de naissances, c'est pour demain. Allez, soyons gentils, on va dire après-demain, mais ça ne passera pas les 2 ans ou 3 ans qui viennent, même si nos amis démographes professionnels de l'INSEE, qui sont toujours très prudents, etc., ne sont pas aussi radicaux. Il suffit de regarder la manière dont ça s'effondre pour voir qu'on est... Alors, malgré tout, la population française, elle continue à croître légèrement. Légèrement. 0,3%. C'est pas beaucoup, c'est un plus. 0,25, pardon.
0,25 en 2024, parce que j'étais sur les chiffres 2023. Donc, vous voyez, ça, malgré tout, ça dégringole déjà un peu. C'était 0,4 en 2019-2021 et c'était 0,5 en 2017-2018. Donc, vous voyez que la croissance de la population, elle s'effrite également et elle tourne autour de 0. Hein. Donc, avant que ça passe dans le rouge au global, c'est-à-dire il n'y a pas loin non plus, avec un phénomène, c'est que dans ces 0,25, il y a une part considérable qui, du coup, est liée à l'immigration, c'est-à-dire à l'arrivée de nouvelles personnes. Et ce qui fait que, pour vous donner une idée un peu frappante, en 1982, le solde naturel était 4,5 fois plus grand que le solde migratoire. Le solde migratoire, c'est pareil, c'est la balance entre les immigrés qui arrivent et ceux qui s'en vont. Hein, voilà. Donc ça fait, on a souvent tendance à ne compter que ceux qui arrivent, mais il faut aussi compter ceux qui partent. C'était quand même 4,5 fois supérieur à ça. En 2024, c'est 90% de l'accroissement de la population est dû au solde migratoire. Voilà. Les naissances ne comptent plus que de manière absolument résiduelle dans ces 0,25% d'augmentation de la population. À ça s'ajoutent des disparités territoriales, bien évidemment. Donc c'est là où on ouvre notre quart d'heure gilet jaune, puisque vous avez une hausse de la population, même si elle est très faible, dans 24 départements français, et vous avez une baisse dans tout le reste. Hein, donc voilà comment se présentent les choses. C'est très lié à la désindustrialisation. J'ai juste noté deux exemples. Hein. La ville du Creusot qui a perdu 5000 habitants, la ville de Belfort qui en a perdu 4500, et ça c'est directement lié à des processus de désindustrialisation. Pour ce qui concerne Belfort, mais je ne suis pas du tout spécialiste de ça, je vous regarderai ça à tête reposée, il semble que ce soit lié au passage à la voiture électrique en plus. Je ferme ma parenthèse là-dessus, et ça touche particulièrement ce qu'on appelle la diagonale du vide, c'est-à-dire la diagonale entre la Meuse et la Creuse, hein, les deux étant à un peu moins de 1% de déclin de la population par année. Ce qui fait que si on s'amuse à faire des projections, bon, par exemple, pour un département comme les Ardennes, on prévoit qu'il va perdre 30% de sa population à l'horizon 2070. Qu'est-ce qui va rester de tout ça? Il va rester un arc Atlantique, Méditerranée, vallée du Rhône, qui va être encore relativement dynamique en termes de démographie et un recul significatif partout ailleurs. Voilà. Alors, quelle est la conséquence de tout ça? Parce que vous allez dire, après tout, on pourrait être moins nombreux, et d'ailleurs on l'a été. Enfin, nos parents et nos grands-parents vivaient, je parlais tout à l'heure, des années 40, avec 48 millions d'habitants à la Libération, ils s'en portaient pas plus mal. Le problème, c'est pas tellement ça. Le problème, c'est la pyramide des âges. Le problème n'est pas qu'on soit dans un pays moins nombreux, c'est qu'on soit dans un pays vieillissant. Or, la conséquence de tout ça immédiate, évidemment, c'est le vieillissement de la population, sachant qu'il y a un autre phénomène qui s'ajoute, qui est positif, dont je me réjouis, qui est l'augmentation de l'espérance de vie. Voilà. L'espérance de vie en 1946, 60 ans pour les hommes, 65 ans pour les femmes. En 2023, 80 ans pour les hommes, 86 ans pour les femmes. Voilà. Donc, si vous ajoutez ça à la baisse de la natalité, vous comprenez bien comment on est dans un phénomène de vieillissement massif. À la fin du 19e siècle, les personnes de plus de 60 ans, dont je fais partie, ça représentait 8,5% de la population. Aujourd'hui, c'est 27% de la population, les plus de 60 ans. Là, je ne suis pas sur un pronostic, je suis sur un constat d'actualité. Voilà. Et donc, on va avoir des problèmes en cascade que vous connaissez bien, parce qu'on en parle régulièrement dans le débat public. Problème de financement de l'assurance maladie, d'autant plus que plus les gens vont vivre vieux, plus ça va coûter cher. Problème de retraite,
Le sujet a été partiellement évoqué au moment du débat sur la réforme des retraites. Problème de financement de la dépendance, parce que plus de vieux égale plus de dépendance. Voilà, ça a été institué comme 5e branche de la sécurité sociale, mais qui va payer cette histoire? Problème. Et globalement, tout le système de protection sociale est potentiellement en crise par défaut de cotisants, puisque nous allons avoir une baisse de la population active qui va survenir assez rapidement, puisqu'elle est anticipée à l'horizon 2037. Voilà. La diminution de la population active et donc du nombre de cotisants potentiels pour tous ces systèmes, pour tous ces dispositifs de protection sociale. Ce phénomène inquiétant a été largement occulté, on le disait au début de cette présentation, pour des raisons idéologiques. Il l'est encore en partie. Le débat n'a pas échappé aux professionnels. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le champ des démographes professionnels, le néo-malthusianisme a aussi frappé, ce qui fait que depuis 30 ans ou 40 ans, la tendance générale, c'est toujours soit à nier le problème, soit à le relativiser, mais jamais à le regarder en face. Et donc, il y a eu une rupture par rapport à la génération des Landry, auquel a succédé quelqu'un d'assez connu, qui est Alfred Sauvy, qui est le grand démographe français, qui était en poste à la Libération comme fondateur de l'Institut national d'études démographiques, etc. Tout ça a été balayé dans les années 80-90. Pourquoi ? Parce que, alors je le développe très longuement dans le bouquin, je vous le fais en résumé, ça a à voir, à mon avis, avec l'entrée dans l'ordre productif néolibéral, qui a eu des effets économiques, de précarisation, etc., mais qui a eu des effets aussi idéologiques, c'est-à-dire la promotion de l'individu, etc., etc. Si vous ajoutez à ça l'atlantisme, et le fait que la question de la population ne soit plus une préoccupation pour les gouvernants, vous aboutissez à une domination de ce que le sociologue Jacques Le Goff appelle le social-individualisme. Voilà. Il parle aussi de gauchisme culturel, mais je préfère social-individualisme parce qu'en fait, ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà de ça dans les gens que ça touche. Et vous avez eu une fusion, en fait, entre la révolte, les idées libertaires qui pouvaient être hostiles à la famille, avec quelques bons arguments, d'ailleurs, dans le contexte de l'époque, issus de mai 68, et l'individualisme néolibéral. Donc tout ça a fait système, avec des gens qui se sont retrouvés en poste de responsabilité politique ou médiatique ou universitaire. Et donc on est rentré dans ces schémas de pensée et cette porosité au néo-malthusianisme. Ça existe encore. Par exemple, dans le journal Le Monde, j'ai trouvé l'année dernière, c'est pas il y a 10 ans, un dossier sur l'Afrique avec un raisonnement néo-malthusien énorme. L'idée était l'Afrique, comment faire pour que l'Afrique diminue en population, enfin en natalité, afin de pouvoir se développer. C'était ça. Le titre du dossier, c'est un dossier, c'était à peu près ça. Et après, tout l'axe était développé sous cet angle-là. S'ils veulent se développer, il faut qu'ils aient moins d'enfants. Voilà. Le problème, c'est que ce truc est faux de A à Z. Parce qu'en réalité, c'est l'inverse qui est la réalité. C'est que c'est le fait de se développer qui va faire que les gens auront moins d'enfants. C'est le fait que des pays où les gens étaient encore dans des formes, sont encore dans des formes d'économie informelle, etc., soient obligés d'avoir de grandes familles pour pouvoir avoir un vaste réseau de solidarité, y compris en ville. Ce phénomène-là fait que les familles nombreuses sont très prégnantes. Si vous développez l'économie, ils n'auront plus de raison de fonctionner de cette manière-là. Et en réalité, ils adopteront les modes de fonctionnement familiaux des pays plus industrialisés. Et à l'intérieur même de l'Afrique, y compris avec les données que le Monde donnait eux-mêmes, vous savez, ils aiment bien les petites infographies, etc., on voit par exemple que des pays comme le Kenya, le Nigeria ou l'Afrique du Sud
sont ceux qui ont, dans leur contexte, les taux de natalité les plus bas. Pourquoi? Parce que ce sont les pays les plus développés ou les moins sous-développés, enfin bref, il y a du boulot encore, mais les plus développés de l'Afrique. Donc on n'est quand même pas rendu avec ça. À ça se rajoutent les problèmes, le millénarisme écologiste, vous savez, il faut faire moins d'enfants pour sauver la planète, etc. Ce qui est déjà le truc qui est débile dans l'intitulé. Bah oui, parce que l'idée, c'est pas de sauver la planète. On ne s'occupe pas de sauver des étoiles à l'autre bout de la galaxie. Et le problème, c'est de sauver les humains. Donc si la méthode pour les sauver, c'est de commencer par les liquider, il y a un problème. Je sais qu'on peut être friand de dialectique, mais là, ça va un peu loin quand même dans le truc. Alors, tout ça a été démonté. Hein. Il y a quelqu'un qui est un écolo, hein, qui a fait un livre là-dessus, qui est très bien. Donc si vous voulez, où il argumente, lui, il prend ça très au sérieux, donc il va argumenter avec des chiffres et des données pour démontrer que tout ça ne tient pas la route, parce que ce sont les habitants des grandes villes qui polluent le plus. Parce que les 20% des pays du monde qui ont les taux de natalité les plus forts en termes de pollution ne représentent que 3,5%. Oui, donc en réalité, ce sont les bobos parisiens qui gambergent avec leur iPhone sur les terrasses sur le devenir démographique des petits Congolais qui extraient les trucs dans les mines voilà, pour entretenir les dits matériels. Qui sont ceux qui émettent toutes sortes de gaz à effet de serre et autres cochonneries. Donc voilà, et puis ça pose un problème philosophique, parce que c'est une négation de la vie humaine, en réalité. Alors ça, il y a des gens qui l'expriment très très clairement, dans ce qu'on appelle la deep écologie, alors vous avez un gars qui se présente comme un physicien, alors je mentionne son nom parce que dans les milieux décroissants, il a une certaine audience, hein, enfin un certain respect, etc., qui s'appelle, que je retrouve son nom, Nicolas Georgescu-Roden, et qui donc, lui, développe des théories qui ont été critiquées en physique parce que ses collègues ont l'air de penser que ça ne tient pas la route, mais l'idée est la suivante. En gros, dès qu'il y a eu du vivant sur Terre, c'était le début de la fin. Mais parce que du coup, bah oui, du coup, voilà. Voilà. Et donc finalement, décroître, etc., et bien sûr, c'est pas trop mal, mais ça ne fait que ralentir l'inéluctable, puisque par notre simple présence, nous portons atteinte au machin. Donc ça, c'est un. Ceci dit, alors je vous avais cru que je lui en veux alors qu'il représente que lui-même, mais c'est pas grave, c'est pour illustrer le débat. Dans son programme, Caron, dont je parlais tout à l'heure, se réclame explicitement de ça, du fait que la présence du vivant était déjà une menace pour le vivant. Alors vous allez me dire, c'est complètement abscon. Et vous avez un philosophe, c'est un Sud-Africain, David Benatar. Alors vous avez les anglo-saxons, ils aiment, c'est les trucs, les libéraux toujours très rationalistes, superficiels. Alors, on va faire un calcul philosophique, les plus et les moins. Alors, vous allez voir le calcul de fou. Si je suis vivant, il y a des plus, c'est les bons côtés, mais il y a des moins, c'est les mauvais côtés. Par contre, si je suis pas né, il n'y a pas de moins. Donc finalement, mieux vaut ne pas naître, ce qui doit être à peu près le titre de son ouvrage. Hein. Donc voilà. Problème de tous ces trucs, c'est qu'au-delà des élucubrations, quand ça se transforme en programme, ça devient férocement antisocial. Hein. Malthus l'était déjà en son temps, hein, d'ailleurs. Voilà, le raisonnement, c'est les pauvres, ils se reproduisent comme des lapins, vaut mieux les quick, et comme ça ira mieux. Voilà. Vous avez aujourd'hui des problèmes. Aujourd'hui, c'est réhabillé en termes de développement durable. Mais l'idée qu'il faut stériliser les Africains, il y a quand même des impensés qui se baladent comme ça. Voilà. Et puis, vous avez des gens qui préconisent, j'en veux aux écolos, c'est pas de ma faute, c'est de la leur. Hein, Yves Cochet, qui a été à un moment, il a dû être sous-ministre de quelque chose, en tout cas responsable des Verts, qui préconisait, mais il n'est pas le seul. Hein. Je dis à titre d'exemple, avec des noms connus, mais je cite tout un tas d'organismes américains et autres anglo-saxons qui militent pour ça encore aujourd'hui. Il disait qu'il faut inverser les allocations familiales. Ça, plus t'as de gosses, moins tu touches. Mais c'était ça, voilà, comme politique sociale qui était préconisée. Voilà. Alors, que font nos amis capitalistes face à tout ça? Ceux qui ne sont pas, mais ils le sont en partie néo-malthusiens. Il y a 4 réponses qui sont données généralement. Il faut instaurer des politiques familiales.
personne ne nie, pardon, dans ce milieu-là, personne ne nie le problème. Hein. Il n'y a pas de négationnisme de la crise démographique. Hein. Mais après, il y a des réponses variées. Il y a donc quatre solutions. Des politiques familiales, de l'immigration, de l'élargissement du marché du travail et de l'augmentation de la productivité. Après, tout le monde ne le dose pas de la même manière et ne le met pas en avant de la même manière. L'OCDE, qui dans le contexte vont vous paraître les plus raisonnables, bon, eux, ils proposent les 4. Bon. Et il y a un volet sur les politiques familiales qui nous rappellent les choses en tant que Français. Ils disent il faut du congé parental. Bon, et après, ils ne rentrent pas dans le détail, puisque c'est pour tous les pays de l'OCDE, la préconisation, voire au-delà. Il faut des modes de garde pour les enfants. Il faut des aides financières aux familles. Et il faut une politique de logement. Ce qui est tout à fait bien vu parce que le problème de décohabitation est un des principaux freins à la constitution de couples et au fait d'avoir des enfants. Voilà. Après, vous avez des acteurs privés, mais à mon avis téléguidés par des États, qui mettent en œuvre des politiques familiales. Alors, il n'y en a pas 50, mais j'ai 2 grandes entreprises. Une entreprise japonaise qui s'appelle Hitachi Corporation, je ne garantis pas l'accent, qui travaille dans la finance, mais qui est une énorme boîte, qui doit être dans les 100 plus grosses boîtes mondiales. Voilà, qui ont mis en place des politiques familiales avec des objectifs de natalité concernant leur personnel, voilà, avec des résultats, semble-t-il, probants. En gros, ça joue sur l'aménagement du temps de travail, ce qui est proposé. Vous avez un Chinois, Ctrip.com, qui est un voyagiste, qui lui, mais pareil, une multinationale, enfin une transnationale, qui lui réfléchit à haute voix à la semaine de 4 jours, etc. Vous avez des choses comme ça. Pour balayer les institutions rapidement, le Fonds monétaire international, eux, ils ont enlevé les politiques familiales. Ça ne les intéresse pas. Pour l'Afrique, de toute façon, ils préconisent la réduction de la population. Voilà. Et clairement, vous regarderez, ils ont un site en plusieurs langues, c'est en français, vous verrez tout ça très facilement. Et l'immigration. Et ils préconisent explicitement d'assouplir les restrictions en termes d'immigration. Voilà, en particulier concernant l'Afrique. Donc, il y a une espèce de paradoxe africain, parce que d'un côté, l'idée, c'est qu'ils viennent plus nombreux dans les pays capitalistes développés pour fournir de la main-d'œuvre, et dans le même temps, chez eux, il faudrait qu'ils restreignent leur population. Et puis, les mêmes choses sur le marché du travail et la productivité. Sur le marché du travail, ce truc est déjà en débat. Le débat sur les retraites, c'est de ça qu'il s'agit. L'idée, c'est, avec le recul de l'âge de départ en retraite, c'est en fait d'avoir des gens qui vont travailler plus longtemps. Ça peut être aussi d'avoir des gens qui vont travailler plus jeunes. Donc il y a tout un volet qui va concerner les jeunes, les adolescents, etc. Autour, vous savez, des idées d'apprentissage, etc. etc. Bon, ça pose tout un tas de problèmes parce que ça coûte un pognon de dingue, comme aurait dit l'autre, de mettre en place tout ça. De faire travailler encore davantage les femmes qu'elles ne le font, parce qu'on voit bien qu'il y a encore une marge, une petite marge qui existe de ce côté-là. J'ai dit les femmes, les vieux, les jeunes, et puis ceux qui ne sont pas dans le marché du travail, c'est-à-dire les bénéficiaires du RSA et autres. Voilà. Et donc l'amorce de discussion, vous voyez, enfin pas de discussion, de mesure, sur le fait que les gens doivent travailler comme une forme de contrepartie, etc. Voilà. On est dans ces logiques-là. Alors c'est extrêmement balbutiant pour ce qui concerne la France, bien évidemment, mais c'est ça les logiques qui sont en œuvre. Voilà. Et puis vous avez les libéraux plus orthodoxes, voire très orthodoxes. Alors l'immigration, ils ne sont pas fans. Alors les politiques familiales, bon, il y avait un journal anglais qui s'appelle The Economist, que vous connaissez peut-être, qui est intéressant parce qu'il a été fondé en 1843 par les gens qui voulaient militer à l'époque, c'est contemporain de Malthus d'ailleurs, pour l'abolition des tarifs douaniers. Et donc ils ont créé un journal pour le libéralisme intégral et l'abolition des tarifs douaniers. Ce journal donc existe toujours. Alors eux ils disent, c'est des libéraux orthodoxes, payer les femmes pour faire des gosses, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est hors de question. Ce qu'il faut faire, c'est s'adapter à la nouvelle situation. L'immigration,
ça pose des problèmes, mais dans le sens où de toute façon, ce n'est pas une solution pérenne à long terme. Et puis vous avez aussi une autre question qui est posée parfois de manière plus explicite. Par exemple, j'ai lu une interview d'une responsable de McKinsey France. McKinsey qui ont fait une grosse étude démographique à l'échelle internationale. C'est des gens très sérieux. Et elle disait il faut une forme d'immigration choisie. Enfin, l'idée, c'est que les travailleurs qualifiés doivent pouvoir se déplacer en fonction des marchés d'un pays à l'autre, etc. Mais c'est pas la même chose que, vous voyez ce que je veux dire, que des Africains qui viennent sans qualification, qui viennent en Europe occidentale en masse, etc. Et la productivité, je rentre pas dans le détail, j'en débat un peu parce que je sais que j'ai déjà été trop long dans le bouquin. Le problème de la productivité, c'est que en fait, sa croissance a déjà commencé à stagner, elle aussi, et que pour que ça puisse être une solution par rapport au problème dont on parle, il faudrait une révolution dans la productivité de l'ordre de... Les spécialistes comparent ça à un truc du style de l'invention de l'électricité. Bon, alors, a priori, on voit pas trop bien. Bon. On voit pas trop bien. Et donc, il y a des débats entre économistes auxquels je fais référence. Vous trouverez ça dans le livre. L'autre tendance étant de considérer qu'on va plutôt vers une stagnation séculaire avec des 1,5%, 2% de croissance, etc. Et donc, ça va pas, il n'y aura pas de révolution de ce côté-là. Donc, on est quand même assez mal parti. Donc, pour conclure, ce que j'ai essayé de montrer pour rester dans ma problématique dont vous avez bien compris les impensés théoriques, enfin impensés même très explicites, les gens qui travaillent pour gagner leur vie en France, à l'extérieur c'est la même chose, en France on n'est pas complètement foutu, encore, mais il y a le feu. Hein, parce qu'au-delà de 1,5, il y a un phénomène de spirale qui se crée. Hein, et à partir du moment où vous êtes en Italie, par exemple, Giorgia Meloni, elle fait ce qu'elle peut. Elle fait beaucoup de choses. Il n'y a jamais eu de politique sociale, de politique familiale en Italie, hein, paradoxalement. Hein. Il y a eu juste le poids de l'Église, ça suffisait. Ben non. En tout cas, ça suffit plus. Parce que quand vous êtes à 1,2, eh ben en réalité, c'est impossible de remonter, sauf avec faire un plan sur 60 ans. Parce que ça veut dire que chaque année, il y a moins de femmes que l'année d'avant. D'accord ? Donc, même si l'année X, vous arriviez à avoir un taux de natalité à 3, avant que vous rattrapiez la dégringolade, il va se passer un temps. Voilà. Et donc, agir avant d'avoir dévissé est quelque chose d'encore important. Donc, la France a encore les moyens de ça, en sachant qu'il y a un aspect de classe dans tout ça, puisque si vous prenez la courbe en U, hein, qui met en relation les revenus et la natalité, en France, vous apercevez de quoi ? Ceux qui ont encore des enfants un peu, en tout cas jusqu'à une période très récente, au-dessus du seuil de renouvellement de génération, c'est ce que le camarade Karl Marx appelait le lumpenprolétariat. Bon, les gens qui sont fléchés à moins de 600 € de revenus mois, voilà, donc eux, c'est positif. À l'autre bout, vous avez la bourgeoisie versaillaise, c'est bon aussi. Bon, par contre, ils sont pas assez nombreux pour que ça pèse vraiment dans la... Comment dire ? Bah oui, démographiquement dans la statistique. Et ce qui est effondré, c'est tout le milieu. Ça, en fait, ce qui est effondré, c'est des catégories sociales, ouvriers, employés, etc., qui sont dans l'incapacité de réaliser leurs aspirations familiales. Or, ces aspirations familiales, on les connaît, elles baissent aussi, mais aujourd'hui, elles sont encore supérieures au seuil de renouvellement des générations. Donc, partant de cette idée-là, il me semble nécessaire, d'une part, d'essayer, si on pense que c'est une loi l'effondrement démographique, c'est une loi démographique du capitalisme, ou on va dire de l'industrialisation, si on préfère. Je rentre un petit peu dans le débat sur le socialisme réel, qu'est-ce qui s'est passé démographiquement pendant que ça a existé. En tout cas, cette parenthèse est fermée. Si on pense que c'est lié, la question de savoir comment est-ce qu'on peut organiser le mode de production autrement pour repenser la question de la natalité se pose, évidemment. Dans l'immédiat, nécessité de ne pas de mener ce que j'ai appelé, ce que des Italiens appellent une politique de vie, qui
de fait, en tout cas, eux, les Italiens, ce qui est intéressant, c'est leur expérience là-dessus, formule comme ça, ne pas laisser au catholicisme le drapeau de la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas comme ça que se passent les choses. Il faut qu'une politique de vie soit une politique partagée largement. Et donc, il faut arrêter avec ce social individualisme dont vous avez bien compris que j'en pensais le plus grand mal. Et pour rester dans le socialisme, faire un retour aux fondamentaux. Parce que cet individualisme mortifère est un phénomène qui est maintenant ancien, mais pas tant que ça. Ça fait une quarantaine d'années. Mais si vous prenez les discours de Lafargue, le gendre de Marx à l'Assemblée nationale en 1898, ou le programme du Parti communiste français pendant très longtemps d'ailleurs, jusque dans les années quasiment 90, vous avez la reconnaissance de la fonction sociale de la maternité. Bon, ça me paraît une pierre angulaire pour faire les choses autrement. Et à partir de là, vous en tirez une conclusion. C'est que les politiques, enfin le fait d'avoir des enfants, la société doit vous permettre de le faire à coût constant. Donc en fait, les frais de l'élevage des enfants doivent être compensés par la société. Bon. Et c'est là où peut-être je trouverai des amis dans d'autres sensibilités politiques que la mienne. Ça, c'est le fondement des politiques familiales et c'est le principe des politiques familiales françaises telles qu'elles ont été établies dans une période et sur une thématique de consensus national et qui malheureusement aujourd'hui sont encore existantes mais très, très effritées. Merci. On va prendre les questions. Bonsoir, merci beaucoup pour votre conférence. Un petit point quand même, c'est sur est-ce que chaque individu est équivalent à tout autre. Alors, il dit comme ça, c'est un peu abscon, mais il dit autrement, voilà, par exemple, dans un pays, est-ce que je ne veux pas favoriser, moi, ma démographie et au contraire déprimer celle du voisin pour, en puissance relative, pouvoir croître. Et donc, dans ce cadre-là, on peut avoir effectivement la volonté de, je ne sais pas, par exemple, un pays comme le Qatar peut vouloir, pour protéger, par exemple, ses savoirs, se dire, bah, moi j'ai besoin d'avoir des Qataris dans mon armée, donc j'ai besoin d'avoir des familles nombreuses, parce qu'on est un tout petit pays. Et donc, un des points que vous avez un petit peu abordé, c'est quel est le point de départ on va dire, de la démographie, entre guillemets, naturelle. En 1750, donc, dans la période pré-industrielle, la France est le 3e pays le plus peuplé du monde. Parce qu'il y a des terres arabes qui sont capables de nourrir la population, justement, sans mécanisation. Et à la même époque, les Britanniques sont de mémoire 6-8 millions, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, ils sont à peu près à notre niveau de population. Et donc, en fait, si on leur retire l'industrie ou si on leur retire la mécanisation, ils ont beaucoup moins de capacité. Ils ont eu une croissance qui est beaucoup plus forte. L'Italie, ils étaient pareils, ils étaient peut-être à 10 ou 15 millions, ils sont à peu près à notre niveau aussi. Donc finalement, est-ce que ces quelques pays-là, parce que un humain de mon équipe n'est pas équivalent à un humain de l'équipe d'à côté, parce que celui de mon équipe va se battre avec moi et l'autre va se battre contre moi, ces pays-là ont eu des croissances extrêmement fortes. Là où la France n'a fait que, je pense, même pas x3, on devait être 25 millions à cette époque-là. Voilà, donc là où nous, on a eu une croissance beaucoup plus élevée, peut-être que l'Italie, ils ont eu une croissance extrêmement forte, ou les Britanniques extrêmement fortes, et c'est peut-être pas nécessairement déraisonnable que ces quelques pays redécroissent et reviennent à un niveau de population peut-être plus corrélé à leur capacité à nourrir leur population. Bon, c'était un peu décousu, mais je pense qu'on a compris quand. Bah, enfin bon, c'est ce que vous dites est tout à fait judicieux. Hein. Sur la manière dont ça s'est passé, c'est qu'en réalité, alors là pour le coup, les développements
bon, moi j'en parle dans le bouquin, mais pour illustrer, je prends l'exemple de l'Angleterre pour illustrer la transition démographique, bref, la révolution démographique. Mais par contre, là où c'est débattu en détail, c'est dans le bouquin de Landry. Hein. Alors ça se trouve, hein, d'occasion, parce que lui, il rentre dans les détails de tout ça. En fait, ils ont comme nous, on était en crise démographique, les premiers. Donc en fait, ils ont rattrapé leur retard au moment où la France était en crise démographique. Et effectivement, derrière, il y avait des idées de puissance. Puisque ce qui a fait que l'idée d'avoir des politiques familiales est venue en France, c'est venu de plein de phénomènes, la misère ouvrière, le catholicisme constaté par le catholicisme social, etc., etc., et puis de la défaite de 70. Et donc l'idée, c'était, vu que la population française recule, ce qui était le cas à l'époque, avec plein de départements qui étaient dans le rouge, etc., si on veut se venger des Boches, qui sont hyper nombreux... et en croissance. Et en croissance, évidemment, parce que nous, eux, ils étaient encore dans la phase de croissance. Il va falloir peupler le pays. Cette rhétorique, elle est revenue d'ailleurs dans l'armée. C'était aussi très explicite. J'ai cité un petit bout d'un texte de général Weygand avant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, c'était encore présent, ce type de raisonnement-là. Bon, le fait est que comme eux ont fini par y rentrer aussi dans la transition démographique, ils ont fini par reculer plus tard que nous. Voilà. Et en fait, ils sont passés en dessous. Voilà. Parce que nos politiques familiales, en tout cas c'est une hypothèse, les politiques familiales françaises ont permis d'amortir le recul. Et que là où il n'y avait pas de politique familiale, ils sont dégringolés beaucoup plus bas, mais effectivement ils ont commencé à reculer après. Bien après la France. Après, le fait de lier la démographie et une politique de puissance, oui, ça touche. Alors c'était le cas donc aux époques que vous évoquez, mais en 1945, c'était formulé comme ça de manière explicite par De Gaulle. Et je veux que la France soit puissante, je veux qu'elle puisse être indépendante, donc elle doit être nombreuse et il faut augmenter la population, etc. Là où ça a basculé. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions, il y en a peut-être dans l'assistance. Là où ça a basculé, c'est quand on est passé sur l'idée l'idée d'être nombreux dans un truc de défense nationale à l'idée d'avoir une énorme armée de métier qui va se projeter à droite et à gauche de manière aléatoire, voilà, et que ça suffira bien comme ça. Voilà. Et donc, du coup, la question du nombre n'était plus un argument pour les gouvernants. Je ne sais pas qui donne la parole. Allez-y. Bonsoir et merci. Je vais essayer que ce ne soit pas trop décousu. Ma question, ça concerne encore sur les modèles de projection utilisés par les démographes. Aujourd'hui, on se base énormément sur ce qui constate des pays les plus industrialisés. Donc, on n'est pas. Et donc, il y a d'autres pays qui sont en train de s'industrialiser. On n'est pas à l'abri que de nouveaux modèles apparaissent dans ces nouveaux pays. Et après, avec une sorte de darwinisme, finalement, les pays comme les nôtres, notre population décline. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas plutôt vers un monde sans Occident et avec une possibilité dans des pays émergents où un nouveau modèle démographique apparaisse ? Non, ça, je ne pense pas du tout. Alors, je ne rentre pas dans les débats sur les techniques, sur les calculs, parce que je ne les connais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que ce que je vous ai donné tout à l'heure, les quelques chiffres, c'était les données de l'Organisation des États-Unis, des Nations Unies. Lapsus qui est même plus révélateur de rien du tout, d'ailleurs. Voilà. Il y en a d'autres qui font d'autres modèles de calcul et qui aboutissent à des résultats. Mais les résultats sur lesquels ils arrivent, c'est des résultats qui sont pires en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, le choc arrive plus tôt. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont reprocher à l'ONU de sous-estimer la rapidité du déclin. Par contre, il est tout à fait évident que c'est un phénomène mondial. Il suffit de regarder les courbes pays par pays. Je crois que j'en publie 3-4, mais vous avez des sites internet où vous pouvez accéder à ça, qui sont des sites ouverts, réalisés par des démographes. Je parlais de la Turquie. La Turquie, quand la France était à 2 ou 2,5 enfants par femme en moyenne, la Turquie devait être encore à 6 ou 7, et ensuite, et aujourd'hui, ils sont en dessous. Donc, tout ce qui est prévu, enfin prédit
c'est même plus qu'une prédiction, c'est oui, tout ce qui est prévu pour le reste du monde va se réaliser, et si ça doit être de manière différente, ce sera de manière plus rapide. Moi, je le cite dans le bouquin, mais j'avais un collègue, je travaille dans le secteur social, je travaillais avec les SDF à l'époque, enfin peu importe, et j'avais un collègue congolais. Bon. Et ce gars me dit « Ah, Raymond, je suis super content, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 50 ans. » J'ai dit, écoute, félicitations, machin, etc. Il dit, oui, parce que 50 ans, c'est l'espérance de vie en République démocratique du Congo. Voilà. Ça, c'était en 2000 et quelques. Aujourd'hui, ils ont gagné 10 ans d'espérance de vie. C'est-à-dire que l'espérance de vie de la République démocratique du Congo, qui est pourtant un pays fort en difficulté, à plein de niveaux, malgré ça, aujourd'hui, elle a atteint les 60 ans. Donc moi, je ne crois pas du tout... je pense qu'il ne faut pas mélanger deux choses, si vous voulez. Il y a un phénomène qui est un phénomène à court terme, qui est le phénomène migratoire et comment il est géré politiquement, etc. Parce que ce phénomène va durer un certain temps. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. D'autant plus dans cette phase de croissance de population. Et puis, il y a une vision à moyen ou long terme. Bon. À moyen ou long terme, les choses ne se présenteront plus comme ça du tout. Elles se présenteront autrement. Peut-être qu'il y aura des phénomènes qui vont apparaître auxquels personne n'aura pensé, vous voyez. Mais de toute façon, sur le long terme, l'effondrement, il est pour tout le monde. Simplement, il ne va pas être au même rythme. Et entre-temps, il y a des puissances qui vont s'effondrer complètement, et il y a d'autres puissances qui vont émerger. Voilà. Tu avais une question. Alors, je sais pas être le seul à voir un peu l'éléphant dans la presse, mais vous avez parlé des catholiques qui revendiquent le monopole de la vie. Vous avez parlé... Non, j'ai dit qu'on leur avait laissé le monopole de la vie. Le monopole de la vie. Et parmi les combats que mène l'Église, il y a la question de l'avortement qui, d'un point de vue, si on faisait un peu d'histoire fiction, s'il n'avait jamais été autorisé, je vais ça un peu à la Idrissa Derkan, j'ai demandé ça à Luc Rock en 2 minutes. Donc, je suis pas sûr des chiffres, mais je lui ai demandé combien d'avortements il y a eu depuis son autorisation en France. Et donc, depuis 1975, si on est à 10 millions d'avortements en tout. Et depuis les 30 dernières années, donc à peu près une génération, on est à 6,8 millions. Et est-ce que l'avortement, est-ce que ça rentre dans les enjeux démographiques? Voilà. Alors, il y a des exemples là-dessus. Je parlais tout à l'heure, j'évoquais très rapidement les pays dits de socialisme réel. Europe de l'Est, le cas de la Chine est très différent et très particulier. C'est un autre sujet, mais enfin on pourra en parler. Il est arrivé que cette question intervienne. C'est-à-dire, je pense à l'Albanie, mais il y en a sûrement d'autres que je n'ai pas en tête. C'est-à-dire que, effectivement, la législation sur l'avortement soit durcie pour des raisons démographiques. Il ne semble pas que ça ait d'effet fondamental. C'est la Roumanie. Comment? C'est la Roumanie. Et la Roumanie, peut-être aussi, ouais. Je ne pense pas que ça ait d'effet démographique palpable. Bon. Après... Il y a eu un effet immédiat après ça, l'avortement, ou puis après ça s'est tassé. Il y a eu un effet dans la courbe de naissance. Oui, mais il y a eu d'autres. Il n'y a pas eu que ça. C'est parce qu'en général, c'était un élément dans un ensemble de politiques publiques. En gros, les pays de l'Est, si vous voulez, selon le principe que je développe depuis le début. Enfin, je dis je ne suis pas le seul. C'est-à-dire qu'à un moment, en 1979, je crois, Ceausescu, le dictateur, a décidé tout d'un coup que du jour au lendemain, les avortements seraient interdits en Roumanie. Et d'emblée, il y a eu bien sûr une hausse très forte du nombre de naissances, parce que des femmes ont été empêchées d'avorter, voilà. Et puis ensuite, ça a redécliné tout ce monde, c'est-à-dire que
tendance lourde a repris son cours. Oui, parce que le problème de l'avortement, la légalisation, je pense qu'il y a deux débats. Il y a un débat de principe, un débat, ça j'en parle un peu dans un autre bouquin, c'est tous les débats sur l'euthanasie, sur les questions comme ça. Il y a un débat de principe qui tourne autour et puis il y a l'esprit de la loi, si vous voulez, tel qu'il a été formulé à l'époque, qui était d'organiser quelque chose, de manière satisfaisante, enfin plus satisfaisante, de manière décente, qui se serait passé quand même. Voilà. C'est dans ce sens-là où je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Après, moi, j'entends bien l'exemple qui est donné sur la Roumanie. Voilà. Sachant que les pays de l'Est, de toute façon, les différentes politiques qu'ils ont menées ont eu des résultats assez spectaculaires, mais qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire, parce que la politique a balayé les régimes avant qu'on puisse tirer bilan sur ces changements de politique familiale. Juste avant de prendre la prochaine question, si vous me permettez juste une incise sur un cas que j'ai eu à suivre au Parlement européen là-dessus. Parce que je ne veux pas du tout engager un débat avec vous pour vous donner la parole à ça. Mais si vous voulez, ce débat est un petit peu... Comment dire? C'est un débat un peu facile. Je veux dire pourquoi. Parce qu'une partie, malheureusement, des enfants qui ont été avortés l'ont été et aussi parce que certaines maladies chromosomiques sont aujourd'hui beaucoup plus facilement détectées. Que ce qu'il est devenu de ces enfants, premièrement, pour la plupart, ils ne seraient jamais devenus parents. Pour la part, il est non négligeable. On parle, c'est quand même 40% de ce que vous avez dit. D'accord ? Un, il ne serait jamais devenu parent, et deux, quelles que soient vos idées, la plupart des gens qui pensent, parce que moi, ma mère a été infirmière IMC, handicapée moteur cérébral. Bon, je peux vous assurer que le dépend de la plupart de ces enfants, c'est la bande. D'accord ? Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a aussi des postures très faciles sur l'avortement, surtout que les structures avortives existent depuis l'Antiquité. Faire avorter une femme, c'est horrible, mais c'est quelque chose qui n'est pas médicalement extrêmement compliqué. Ça peut être extrêmement dangereux. Or, de remettre ça dans un huis clos familial ou personnel, voire toute seule, c'est aussi une lâcheté. Je vais vous donner deux exemples. La Croatie, qui a réussi sans interdire l'avortement à faire baisser drastiquement le nombre d'avortements par une politique d'accueil de la vie, qu'elle ne peut plus faire aujourd'hui pour des raisons simples qui sont de finances publiques. Parce que la rente européenne s'arrête, qu'elle est prise avant tout un contribuable français devenu un soldat. Mais elle a bien marché pendant un an. Et l'autre exemple, c'est la Pologne. La Pologne, vous le savez, a été une législation assez répressive sur l'avortement. Alors la Pologne est l'un des pays, d'ailleurs formidable terrain pour un chercheur en sciences sociales. C'est un pays dont le taux, par exemple, de mésalisants a été divisé par près de 3 en l'espace de moins de 10 ans. C'est un pays qui s'effondre au niveau de la foi. Je ne dis pas que c'est bien, je dis qu'à observer, c'est extrêmement rare quelque chose de cette rapidité. Et on se rend compte aujourd'hui que pendant des tas d'années, y compris le PiS a caché un problème endémique d'avortement noir. Vous voyez ? Donc à un moment, si vous voulez, on ne peut pas... Je vous rappelle que si la loi Neuwirth est votée en France, si le général de Gaulle la signe le jour des saints innocents, c'est parce que le lobby des bonnes sœurs, qui avait dit Yvonne de Gaulle, dit « Nous, les curés, n'en ont rien à foutre des gamines qui remplissent nos couvents et qui sont en cloque et qui sont abandonnées. Mais c'est nous qui devons les recueillir sur les demi-églises. » Vous voyez ? À un moment, ignorer certains types de problèmes est un luxe. Les régler est parfois une corvée. On vous remercie. Vous avez bien expliqué, on va dire, les mutations ce qui est le fait que le néolibéral, ce qui peut être un impact direct sur cette politique-là. De ce point de vue-là, quel peut-être
de réforme des systèmes économiques, vous appelez, pour permettre justement, sur ce facteur-là en particulier, d'inverser la tendance. Donc, vous avez parlé par exemple sur les questions entières. On a dit, par exemple, les économistes à Québec, le quantitative easing crée la spéculation foncière et d'autres empêchent les gens de se loger, etc. Il y a deux niveaux de débat. Il y a un débat de fond et il y a un débat conjoncturel, j'allais dire franco-français. Sur le débat de fond, j'ai une idée, si vous voulez, sur un principe, sur la base d'un constat, qui est de dire c'est ce système, mais aussi le fait que les gens, comment dire, je voudrais pas donner une vision caricaturale, aussi le fait que les gens revendiquent. On pourrait même dire c'est de la faute des classes, vous voyez ce que je veux dire, parce que c'est l'amélioration de la situation matérielle des gens qui font diminuer le nombre d'enfants, hein. C'est comme ça que ça s'organise. Donc, si on veut que les choses se redressent dans le principe, ça veut dire que dans le principe, il faut penser une autre manière de produire et une autre manière d'avoir une forme de démocratie et de débat national qui serait de dire que voulons-nous? Voulons-nous exister? Voulons-nous, vous voyez, bon, j'en dirai pas plus, parce qu'après on rentre dans des spéculations, etc. Donc je pose le point de principe. Après, il y a le débat conjoncturel sur la France où, comme on est dans une situation qui n'est pas encore effondrée, même si elle est extrêmement inquiétante, hein, puisque d'année en année, hein, ça se dégrade, là, la question de qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre comme politique familiale se pose, effectivement. Et donc après, là, alors, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent là-dessus, hein. Vous avez l'Union nationale des associations familiales qui a des propositions, vous avez enfin toutes sortes de mes amis des associations familiales catholiques, que sais-je, le démographe Gérard-François Dumont, par exemple, qui est un fin démographe qui a des il a sorti tout un document avec au moins 80 propositions. Voilà. Moi, sans rentrer dans le détail, si vous voyez, on est sur du classique, hein, mais si vous demandez aux gens pourquoi est-ce qu'ils ne font pas d'enfants ou pourquoi est-ce qu'ils ne font pas un enfant supplémentaire, les réponses sont toujours les mêmes. Ça tourne autour de la question du congé parental. Voilà, ils veulent un congé plus long et mieux rémunéré. Voilà. Là, j'ai travaillé. On devait sortir un truc dans le Figaro. Malheureusement, on a été squeezé par l'actualité avec l'Observatoire Hexagone qui ont fait un sondage sur cette question-là, un sondage d'opinion très intéressant. En gros, la moyenne des femmes, elles veulent un an à 1 400 €. Voilà. C'est ça la demande. Vous avez la question des modes d'accueil, c'est-à-dire crèche, assistante maternelle, etc., qui posent d'autres problèmes, puisque vous avez un effondrement là du nombre de gens. On n'est pas que sur un problème de moyens, hein. C'est que vous avez un problème de nombre de professionnels. Voilà, vous avez un tiers des professionnels qui vont partir en retraite dans les 10 ans qui viennent, et de toute évidence, il n'y a personne pour les remplacer. Donc on est dans le mur là-dessus. Donc ça, c'est le truc qui vient en deux. Et puis après, vous avez des aménagements du temps de travail au niveau de l'entreprise, quoi. Bon, voilà, ça c'est les trois grandes idées. Et il y aurait beaucoup à faire. Quand je dis ça, c'est pas pour dire que c'est pas important. Donc, mais oui, bien sûr, ça pourrait être fait, etc. Moi, je rajouterais un truc de plus. Moi, qui touche au fonctionnement. Et puis, il faut arrêter de dépouiller la branche famille de la sécurité sociale, qui en général est bénéficiaire, pour aller subventionner les branches déficitaires, hein. Alors, en théorie, c'est interdit, mais il y a des combines comptables qui permettent de le faire. Il suffit de dire qu'est-ce qui est du ressort de l'assurance maladie ou pas, etc. Et hop, on va jouer comme ça et on va faire passer, ça va être la vache à lait pour les trucs déficitaires. Ça pose problème. Et moi, je serais pour revenir au mode de fonctionnement initial, au moment où ça a été mis en place, c'est-à-dire que ce soit une cotisation sociale. Alors que vous avez une fiscalisation des politiques familiales qui est massive, et l'essentiel du financement se fait à travers la CSG aujourd'hui. Voilà. Je pense que ça prendra un autre sens, voilà, puisque quand ça a été créé, c'était 15,5% de tête, hein, je me trompe peut-être d'une décimale de cotisation sociale sur le salaire,
Et maintenant, on est à 2,5. Hein, voyez, donc, c'est-à-dire que le financement, il se fait autrement. Tout à l'heure, vous avez évoqué les pays qui étaient arrivés à 1,2 enfants par femme. Pour dire qu'à ce niveau-là, on peut commenter. La vraie raison pour laquelle, donc, plus ça baisse et plus c'est difficile de commenter, n'est-ce pas avant tout le poids croissant relatif des vieux et de leurs besoins. Si on veut, à un moment donné, la société doit choisir entre des assistantes maternelles ou bien des aides soignants. Et le fait que les vieux étant plus nombreux relativement que les jeunes actifs, eh bien, ils ont un bulletin de vote peut-être plus, l'enlure. Et puis, quand il s'agit de faire des choix, comme vous l'avez dit, le glissement des allocations familiales vers l'assistance aux EHPAD et autres, elle devient irrésistible. D'autant que ce n'est pas tout à fait les mêmes populations. Hein. Si les pères et des personnes âgées, c'est pas les enfants d'aujourd'hui, c'est pas leurs petits-enfants, puisque c'est, je sais plus, là, 40%, 50% des enfants qui ont au moins un parent extra-français ou extra-européen. Donc la solidarité dans ce cas-là. Pardon. Moi, vous avez tout à fait raison. Alors, il y a un gars qui s'appelle Julien Damon, alors qui a un Institut Montaigne, etc. Donc voilà, il est très dans l'air du temps. Il a fait aussi un bouquin sur le sujet. Enfin, il fait sur des bouquins sur tous les sujets, de toute façon. Voilà. Il disait ça. Il dit, il faut choisir entre les crèches et les EHPAD. Bon, mais c'est vrai. Enfin, tout ce que vous dites, c'est vrai. La question, c'est est-ce qu'il y a un sursaut politique? C'est-à-dire, est-ce que dans la société et par réfractation dans le monde, dans la sphère politique, vous allez trouver des gens qui vont dire est-ce que cette nation a envie de se survivre à elle-même? Voilà. Et du coup, d'en tirer les conclusions en termes de priorité, évidemment. Ce qui ne veut pas dire que par ailleurs, il n'y a pas de problème sur le financement des dispositifs pour le grand âge et autres. Bon, mais là, je ne rentre pas dans ce débat-là, parce que pour le coup, là, on rentre dans un débat technique. Si l'idée, c'est de faire... Oui, aujourd'hui, on est dans une situation d'avoir à faire des choix, et si l'idée de faire un choix, bien évidemment, il me semble que le choix d'avenir, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens puissent réaliser leurs aspirations familiales autant que faire ce qui se peut, et s'ils en ont. On avait dans la question, oui, monsieur. Oui, j'avais tout un paquet de questions. Bon, qui n'étaient pas plus des réseaux. J'ai l'impression qu'on graphie les différents pays, il y a quand même des différences. Apparemment, en Israël, ils ont un taux de côté dans portable sont très important. Oui. Qu'est-ce qu'il n'y a pas une question soit religieuse, soit... Bon, il y a d'optimisme sur l'avenir, ou l'esprit de trompette, choses comme ça. On a fait ce fond. Si on compare aussi la démographie, je vois que les buffets piment, ça va être la Corée du Sud avec 0,9. Énormément de choix également. C'est une catastrophe. À côté de ça, paradoxalement, la Corée du Nord est CPGB, ça descend aussi de vitesse, mais CPGB aussi. Donc là, on peut s'interroger ainsi sur la modernité apparente qui semble être à l'opposé de l'ambiance avec enfants. Et puis je m'interrogeais aussi sur l'esprit thermique d'Amazonie qui se plus du monde, ou probablement des zones démographiques pas simples. Voilà. Tellement, par rapport à se poser des billes dans les gars, il y avait des amis, donc le fait de pouvoir au bas de la population, c'est pas non plus un acquis systématique. Pas qu'il y ait des PAE, c'était double. Alors, passer au moins. Moi, plutôt qu'appeler ça néolibéralisme, je préfère appeler ça industrialisation parce que c'est. Il y a eu d'autres formes politiques que le néolibéralisme qui ont entraîné quand même une certaine modernité. Donc, c'est sans doute plus qu'à la industrialisation qu'au libéralisme en tant que tel. Le sont-ils fait c'est chuter, voilà. Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, ça pose des débats théoriques qui nous font monter d'un cran. Oui, parce que ça pose des problèmes sur les causalités. Est-ce qu'il y a des causalités principales, secondaires, des multiplicités de facteurs, des causalités structurales, enfin ce genre de c'est ça en fait la chose qui est posée. Alors pour être plus prosaïque sur Israël, vous avez tout à fait raison. Mais là, je pense que je sais pas si
si je raconte une grosse bêtise, mais vous savez à quoi ça m'a fait penser, moi? Alors, je connais pas du tout la société israélienne. Ça m'a fait penser au Québec. Quand non, c'est une ânerie ce que je dis, peut-être. Quand le fait de vouloir avoir des enfants a été une manière d'exister et de résister. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, Reprendre selon l'histoire du Québec. ouais, Tout à fait. bon, ça me fait penser à ça. Mais en tout cas, on voit l'idéologie. Je dis pas que voilà tout ça. Je dis que moi, mon approche, c'est de dire les déterminants économiques comptent, sont fondamentaux en dernière instance. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que l'idéologie, la culture, la tradition ne jouent pas immédiatement. On voit il y a le poids de la religion, mais pas que. Hein. Parce que par exemple, sur le poids de la religion, ça me fait penser à quelque chose que vous avez un petit peu évoqué tout à l'heure, je crois. Si vous regardez en Europe, en fait, les pays qui ont le taux de natalité le moins pire, c'est ceux qui sont le plus sortis de la religion. Hein. Donc, il n'y a pas d'effet non plus. C'est la France, la République tchèque, et puis je ne sais plus qui j'oublie. Et en bas du tableau, vous avez la Pologne, l'Italie et l'Espagne. Mais il y a de l'idéologique qui compte là-dedans, oui, je pense. Je vais me permettre là encore un rebond. Est-ce que sur la société israélienne, méfiez-vous quand même? Parce que oui, il y a deux catégories qui s'équilibrent d'ailleurs. Il y a ce qu'on appelle les quartiers noirs, donc les ultra-orthodoxes, qui ont la plus haute démographie du Moyen-Orient hors bande de Gaza. D'accord? Pour les contrebalancer, il y a les Kouniks, qui ont une moyenne de 4 à 5 enfants par femme. Mais on rappelle que Tel Aviv est aussi une des capitales mondiales avec l'attentat de l'homosexualité. Et que c'est démographiquement en partie que la gauche israélienne a été détruite. Donc, or, le problème, c'est que c'est elle qui fait une partie non négligeable de la Startup Nation israélienne dont la puissance vient des entreprises des nouvelles technologies. Donc, vous voyez, la démographie pour Israël, et c'est pas du tout une critique, hein, mais c'est aussi un poids. Parce que les populations qui font le moins d'enfants sont celles qui produisent le plus, entre autres, pour le système militaire, et les populations qui en font le plus vont finir par donner des soldats. Je vous rappelle que pour l'instant, les ultra-orthodoxes sont en dehors du système militaire, ils finiront par mettre. Or, ces deux populations se haïssent. Les événements sur cette question, vous allez avoir du gros surprise. Et si vous voulez, il y a un poids de la religion en Israël et de l'idéologie sur la démographie qui est très net, mais qui souligne bien le fait que ça peut aussi polariser un pays. Ça ne fait pas... C'est pas une question facile, on le sait. Et juste un dernier point, avant, puisque finalement, les gens étaient pauvres sont ceux qui font plus d'enfants en France, si j'ai bien plus que vous dit, ça veut dire que c'est ma question dans le jeu, puisque si les gens étaient tous pauvres, on était plus d'enfants. Alors, il y a des exceptions à cette règle-là. J'avais été frappé par une interview de Giorgia Meloni. Vous savez, ils font des grands raouts natalistes à l'invitation de Viktor Orban depuis quelques années maintenant, voilà, où ils convoquent le banc et l'arrière-banc, etc. Et du coup, j'avais écouté son discours. Et alors, c'était assez étonnant parce qu'elle tient un discours féministe. Elle tient un discours qui établit une corrélation inverse. En fait, elle établit la corrélation entre le fait de travailler et le fait d'avoir une famille plus nombreuse. En disant, c'est ça que je préconise, etc., etc. Bon. Et en fait, si vous regardez l'Italie, eh bien, en Italie, effectivement, alors dans un truc qui est effondré au global, hein, mais vous avez quelque chose qui est complètement effondré dans l'Italie du Sud, qui est la plus pauvre. Et là où c'est le moins pire, c'est dans l'Italie du Nord, qui est la plus riche. Parce qu'en fait, il y a eu un effet de bascule idéologique qui s'est passé chez les plus pauvres et qui, du coup, ont cessé, en fait, je caricature, hein, mais complètement de faire des enfants. Mais oui, ce principe que vous énoncez, en gros, c'est explicatif. Après, on peut rentrer dans des nuances régionales ou autres, quoi. Et autre sens, on disait aussi finalement, dans les pays moins développés, c'était les enfants qui garantissaient prendre soin des anciens, enfin des vieux. Donc on faisait des enfants aussi pour sa propre retraite. Est-ce que ce système de retraite, il n'a pas aussi ces DT pervers-là partout il y a quoi? Le fait de jouer à parce qu'on c'est l'œuf et la poule. L'industrialisation
elle est destructrice. Moi, je prends un exemple que je connais un peu, l'exemple du Maroc. L'industrialisation est destructrice de la grande famille traditionnelle, qui effectivement remplace le système de protection sociale qui n'existe pas, basiquement. Maintenant, il y a quelques bribes de trucs, etc. Donc c'est l'industrialisation qui crée ça. C'est pas le fait qu'il y ait une protection sociale, parce qu'en fait la protection sociale, elle va venir dans un deuxième temps. Et la première période va être une période dans laquelle, dans le cas du Maroc, on est, mais c'est une période historique, hein, ça va durer, c'est déjà commencé, ça va durer un temps, où en fait toutes les contradictions jouent. C'est-à-dire que vous avez déjà des familles nucléaires qui sont maintenant majoritaires. Le Maroc est passé en dessous du taux de renouvellement de natalité, hein, entre parenthèses. Déjà, cette année. Et donc vous avez toutes les revendications qui sont à vif, en particulier sur la question du statut de la femme, etc., à cause de ce chamboulement. Par contre, il n'y a pas déjà un système de remplacement. Donc c'est pas de la causalité, elle n'est pas du côté de la protection sociale. Elle est une conséquence du changement. Dernière, monsieur au fond, de lever un oui. Et les ailes. Est-ce que vous évoquez éventuellement le fait perturbateur endocrinien qui abaisse peut-être la qualité cognitive Oui. Je l'ai complètement occulté. C'est le côté sociologue, parce que là, pour le coup, ça me dépasse. Enfin, il y aurait à faire de la sociologie, mais oui, d'une autre manière. Oui, bien sûr, et oui, j'en parle, bien évidemment. Ce truc semble aujourd'hui un problème majeur. Bon, ce qui fait que il semblerait que la concentration des spermatozoïdes, etc., soit en train de se diluer à vitesse grand V, et pas que chez le mâle blanc occidental. Il semble que ce soit généralisé aujourd'hui, parce qu'il y a eu une étude sur 128 pays que je cite dans le bouquin. Oui, il y a un problème majeur de fécondité. Dans ce sens-là, dans sa saillie là, qui a été comme d'habitude sans effet, comment dire, sans conséquences ultérieures d'Emmanuel Macron, rappelez-vous, il avait énoncé deux choses. Hein. Il y avait un truc sur le congé parental, hein, qui était, en gros, on fait la même chose, on fait un truc différent, mais à budget constant, donc voilà, donc on fait rien. Mais par contre, il avait parlé de la question de la fécondité. Et ça, c'est un vrai sujet. Oui, bien sûr, si ça continue comme ça, en termes de on va dire de pollution, enfin de présence de perturbateurs endocriniens et autres, on va vers des problèmes mondiaux de stérilité très très graves à court terme. Donc, alors c'est un sujet aussi politique, mais vous voyez c'est une toute autre approche, parce que là on est sur une approche, j'allais dire environnementaliste, le mot est sûrement hyper mal choisi, mais qui est de dire comment est-ce qu'on s'assure que les produits qui nous entourent ne contiennent pas des saloperies, etc., etc. Ça, on ouvre un peu la boîte de Pandore, mais il y a un vrai truc là, oui. Mais j'en parle, oui. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.